Le parc Songeon, 1000 ans d'histoire et de secrets. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Tout d'abord, je précise que la modélisation 3D que vous allez voir au cours de la vidéo n'est pas encore au point. Les sources peu nombreuses sont assez contradictoires selon les époques. Il est donc difficile de tout compiler correctement. C'est parti pour un tour complet du parc Songeon, durant lequel je vais vous dire tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas. Un site royal. Le palais reconstruit par Charles le Chauve à l'époque de la fondation de l'abbaye Saint-Corneille est supposé construit à l'emplacement de la tour Jeanne d'Arc et une partie du parc Songeon. Il n'en existe aucun plan, ni dessin ou description. La tour elle-même, plus vieux monument de Compiègne encore debout, est plus récente d'environ 250 ans. L'appartenance à l'ancien palais de tel ou tel vestige visible est donc discutable. Cependant, il existe une plaque descriptive dans la cour du musée Vivenel à côté de la statue de Jeanne d'Arc. Ce mur faisait partie de l'enceinte du palais royal démembré par Saint Louis. La baie ogivale ci-contre surmontait une entrée basse du palais. Ces ogives, dont les cintres étaient remplis en maçonnerie, ne servaient qu'à soulager les linteaux. La direction de ce mur est exactement parallèle à celle des arcades situées dans le jardin. Les murs qui semblent sans rapport apparent auraient une même orientation. Est-ce une coïncidence ou définissent-ils le cadre de l'ancien palais? Partagez-vous aussi votre théorie du complot en commentaire. Un site militaire. À l'époque de Charles le Chauve et de la fondation de l'abbaye Saint-Corneille, on sait qu'un rempart entourait l'abbaye. Depuis le XIIe siècle, Compiègne est entourée d'une ceinture de remparts beaucoup plus vaste. On sait que c'est Philippe Auguste qui l'a achevé au bord de l'Oise à l'aube du XIIIe siècle. Ce qui est bien au parc Songeon, c'est l'existence de nos jours du rempart en très grande partie. Soit il est intact, soit on peut le deviner. Vous avez déjà vu ce puits au milieu du parc Songeon? Eh bien, il n'est pas là par hasard. En effet, ce puits se trouvait autrefois au milieu d'une tour de défense de la ville, qu'on appelait la tour des Jacobins. Et il se trouvait exactement en plein centre. Et cette tour se trouvait à la pointe des remparts, dont on voit encore une trace qui partait par ici à l'emplacement des arbres. Et de l'autre côté, on peut deviner la ligne de remparts qui passait le long de l'Oise et qui longeait les arcades en parallèle. Ce mur n'est pas vraiment le rempart. C'est ce que l'on appelle une demi-lune, une construction d'origine italienne copiée au XVIe siècle dans de nombreuses villes fortifiées de France. Un siècle plus tard, Vauban a poussé ce concept à la perfection. À Compiègne, c'est Henri II qui fait aménager les 7 demi-lunes, dont celle-ci est la dernière encore debout. Cette demi-lune est à Compiègne ce que le Zouave est à Paris. Un témoignage discret plus facilement lisible en fin de journée à la lumière rasante. On peut y voir la marque de la crue de 1910, réputée dans l'histoire de France, mais le 22 décembre 1740, l'eau est venue, près d'1 mètre plus haut encore. Plus loin, nous retrouvons le rempart qui partait à l'origine du puits. Bien que rabaissé, ce mur est authentique, tout comme la partie légèrement avancée par rapport au reste. Ce pourrait être un renfort, pratiqué à un endroit fragile de la muraille. Il était déjà là à la fin du XVIIe siècle, comme on peut le voir sur le dessin d'Israël Sylvestre. Le terre-plein qui se trouve ici était autrefois le rempart. Là, les arbres qui sont posés là représentent la délimitation entre l'intérieur de la ville, la butte et le mur du rempart de l'autre côté. Et cette butte, on la retrouve jusqu'au bout du parc avec la maison qui est ici. La forme particulière de cette maison n'est pas due au hasard. Là, comme on peut le voir, il y a une sorte de pan incliné. Et c'était pour soutenir la terre du rempart. Parce que le rempart est composé de terre, c'est assez meuble, et avec le temps, ça a tendance à s'écarter. Là, avec un mur incliné, on peut maintenir la terre d'un côté tout en ayant un mur assez costaud de l'autre, bien droit. Et donc cette maison garde, en ses fondations, la forme du rempart. Et l'étage, eh bien, c'est devenu la maison du conservateur traditionnellement. Un site religieux. Pour comprendre sur place à quoi ressemblait le couvent des Jacobins, 2 panneaux explicatifs sont installés dans le parc de chaque côté du musée. Mais nous allons voir plus en détail ce qu'il reste des religieux. C'est parti, nous allons rentrer dans le parc Songeon. Pas par ici. Mais par là. Puisqu'à l'époque des frères dominicains, qu'on appelait aussi les Jacobins, eh bien l'entrée principale du couvent se trouvait ici, entre les 2 piliers.
Donc c'est parti, on va rentrer comme des Jacobins. Et ce mur ici fait partie du couvent des frères dominicains. Alors il n'est plus tellement en bon état, mais c'est un des rares vestiges encore debout. Derrière, il y a une cour fermée de l'autre côté par un mur. Ce mur, c'est celui qui soutient le rempart que l'on voit de l'autre côté. Ces deux murs-là, ce sont des murs d'origine et qui se prolongeaient au bout de cet espace creux-là. Ce massif de fleurs recèle un secret. Imaginez prolonger le monument qui est ici et l'avancer jusqu'au ras du massif de fleurs. Eh bien, figurez-vous qu'en dessous se trouvent encore les vestiges, les fondations de l'église des Jacobins. Dans cette cavité, qui est un vestige des soubassements de l'ancien couvent des frères dominicains, se trouvaient deux gisants qui appartenaient à Jeanne de Hangest et Jean de Humières et qui sont conservés actuellement dans le musée du cloître Saint-Corneille. Cette structure est un vestige de la cave de la cuisine du couvent qui était un peu plus à droite. Avec une lumière assez forte, on peut même y voir jusqu'au fond à gauche. Cet encadrement est surnommé la porte de la chambre de Saint-Louis. Un bien grand mot pour une origine incertaine. Elle pourrait tout à fait être une construction des Jacobins. Par contre, il y a une chose inquiétante, c'est son état. Car trop peu respectent ce rescapé vieux de 800 ans pour le plaisir de faire de l'escalade ou des photos. En l'espace de 8 ans, la différence est clairement visible. Depuis tout à l'heure, je vous parle des dominicains ou des Jacobins, mais de qui s'agit-il? La statue qui est ici représente Saint Dominique. Et Saint Dominique, eh bien, c'était le patron du couvent qui se trouvait ici. Et cette statue se trouvait au sein même du couvent, là où on peut voir maintenant l'hôtel particulier qui est devenu le musée Vivenel. C'était là que se trouvait l'église dans laquelle se trouvait cette statue. Quand vous passerez devant cette statue de Saint Dominique, regardez à ses pieds. Il y a une dalle funéraire qui appartenait autrefois au couvent des frères dominicains. Si on pouvait résumer le parc Saint-Jean à un seul symbole, ce serait ces arcades. Au nombre de 7, c'est un des rares vestiges du cloître qui était là, autour de cette cour, que l'on remarque qu'elle est un petit peu évasée. Eh bien, imaginez que là, les arcades qui sont ici, sont au fond de ce cloître. En gros, nous avons ici un couloir du cloître qui passait ici, et avec un début de retour des ailes de chaque côté, jusqu'à l'emplacement de l'ancienne église, donc l'actuel musée Vivenel. Sous cette butte de 2 mètres de haut se cache un secret, c'est l'arrière de l'église des Jacobins qui se trouvait ici, et dans le prolongement de l'actuel musée Vivenel. Donc ça veut dire que si on retire la terre qui se trouve ici, on tombe sur les fondations de l'ancienne église. Cette porte, qui est dite de la salle des gardes, est pour moi un vrai mystère, parce que par rapport au plan, elle ne correspond à rien du tout. C'est-à-dire que derrière, nous sommes dans le prolongement du rempart. Quand on regarde le massif de fleurs ici, eh bien, il faut imaginer plus haut, et le rempart tape sur cette porte. Donc pour moi, cette porte a été déplacée et autrefois se trouvait au milieu. Et là, on a les plans qui correspondent. Un lieu de mémoire. Il est difficile de s'en rendre compte, mais le parc Saint-Jean est aussi un lieu de mémoire. Là, regardez bien en passant devant la grille, vous verrez des impacts de balles. Ça, ce sont des traces des guerres mondiales qui ont eu lieu à Compiègne. Et les grilles ont depuis été gardées dans ce même état-là, et on les retrouve comme ça jusqu'au bout pour se souvenir justement des combats qui ont eu lieu dans la ville. L'aile du musée à l'angle de la rue de Sterlitz est aussi criblée d'impacts. Et non, ceci n'est pas un authentique cimetière dans le parc Saint-Jean. Ce sont des monuments qui ont été récupérés à la fermeture du cimetière de Clamart en 1885. Ce cimetière avait été créé là où se trouve maintenant la rue de Clamart en 1786. Il y a donc existé pendant près d'un siècle. Et c'est à l'ouverture des cimetières nord et sud que l'on a progressivement fermé ce cimetière de Clamart. Et symboliquement, on a conservé cette ancienne entrée, d'où on peut voir le mot cimetière, et juste derrière, 2 concessions à perpétuité qui sont là symboliquement pour ne pas les détruire. Et juste derrière les 2 concessions à perpétuité se trouve cette plaque commémorative à la mémoire de François Autenin, major du 136e d'infanterie, officier de la Légion d'honneur, commandant la place de Compiègne, né à Bauzé dans la Meuse en 1770, blessé mortellement le 1er avril 1814 en dirigeant la défense de la ville, assiégée par les Russes et les Prussiens. Comment passer devant cette plaque et ne pas évoquer le siège de Compiègne en 1814 et la défense héroïque des Compiègnois et du major Autenin? On fait comme ça. Il y a tellement à dire sur le siège de 1814 et la défense de Compiègne par le major François Autenin
que ce sera l'objet d'une vidéo prochaine. Nous arrivons maintenant à l'endroit qui est pour moi le plus émouvant de tout le parc Songeon. Beaucoup sont habitués à voir ce massif de fleurs, et peu passent au travers, et heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut respecter le travail des jardiniers. Mais si on avance jusqu'ici, on peut voir une dalle avec une inscription, et en dégageant un peu cette inscription, on peut reconnaître le nom de la personne qui est là. Charlotte, Pierrette, Nicole, Sérou. Et bien cette dalle, c'est la tombe de la fille des premiers propriétaires du domaine de Beauregard, qui est devenu par la suite le parc Songeon. Alors il y a une légende qui dit qu'il y aurait aussi les 2 tombes des parents qui auraient dû être là, mais apparemment il n'y a que celle-ci qui a été retrouvée. Voici ce qui est écrit sur la tombe. DOM, Deo Optimo Maximo. Ici repose le corps de Dame Charlotte, Pierrette, Nicole, Sérou, fille de Monsieur Jean, Nicolas Sérou, général d'artillerie, et de Catherine Charlotte Lazarine Doulcet de Toulmont, épouse Pierre-Marie Biquillet, colonel d'artillerie. Née à Compiègne le 18 juin, âgée de 28 ans. Fille vertueuse, tendre épouse, elle a vécu, pour le bonheur de sa famille, assez pour mériter Resquiescat in pace. C'est la prononciation latine, donc ni anglaise ni italienne. La famille Sérou a acheté la propriété de Beauregard vers 1800, juste après la construction de l'hôtel particulier. Leur fille Charlotte a épousé en 1802 le baron de Biquillet. L'année suivante, ils ont un fils, Charles. Hélas, Charlotte, de santé fragile, meurt en 1807, suivie 2 ans plus tard par son mari. Charles, devenu ainsi baron de Biquillet à l'âge de 6 ans, est élevé par ses grands-parents, puis hérite de la propriété. Sa fille, Louise-Marie, épouse le comte de Songeon. Leur fils cadet, René Personne, comte de Songeon, fait don du domaine à la ville à sa mort, à condition d'en faire un lieu culturel. Il décède en 1941. Depuis, une plaque rappelle la généreuse donation de la famille Songeon-Biquillet. Aussi, ce S visible sur le musée désignerait plus Sérou que Songeon. Un musée à ciel ouvert. Pas de suspense, il s'agit bien ici du musée Vivenel. Mais qui était-il ? Antoine Vivenel est né le 17 mars 1799 à Compiègne. Comme par hasard, la demeure qui abrite le musée actuel a été construite à peu près au même moment. Cette fois c'est sûr, c'est un complot. Devenu entrepreneur et architecte, à Paris il a participé à la construction du tombeau de Napoléon Ier aux Invalides, la fontaine Molière dans le 1er arrondissement, et a agrandi l'hôtel de ville. Une grande partie de l'argent qu'il gagne lui sert à acheter des œuvres d'art et des antiquités qui enrichissent sa collection personnelle. En 1841, le musée des études est inauguré dans l'hôtel de ville de Compiègne. C'est la fondation du musée Vivenel. Sur ce dessin, on peut voir les Picantins, ou plutôt les Picantines, au sommet du beffroi de 1768 à 1875. Elles sont visibles dans le musée Vivenel, installé en 1952 dans l'ancienne propriété de la famille Songeon-Biquillet. Mais toutes les collections ne sont pas à l'intérieur. Dans la cour, 2 plaques sont accrochées au-dessus de l'entrée de la bibliothèque du musée. Elles portent le monogramme de Napoléon III et datent de 1868, qui est aussi l'année de la création de la Société historique de Compiègne. À droite, le monument aux morts original datant de 1922, dont une copie se trouve le long de l'église Saint-Jacques. C'est l'œuvre de Maxime Réal d'Elsarté. Encore à droite, une des 6 statues de Jeanne d'Arc visibles librement dans Compiègne. C'est le modèle d'origine en plâtre de la statue en bronze au milieu de la place de l'Hôtel de Ville, créée par Étienne Leroux en 1880. De l'autre côté de la cour, une collection de plaques de cheminée, dont certaines très anciennes comme celle-ci de 1592. Bon, par contre, les plaques de cheminée noircies en face de la statue de Jeanne d'Arc, enfin... Alors, quand on entre comme un jacobin dans le parc Songeon, la première chose que l'on découvre, c'est cette cour qui est fermée et qui est aussi bâchée. Alors, ceux qui découvrent le parc Songeon ne connaissent pas, mais en réalité, ce qu'il y a derrière ces bâches, ce sont les vestiges des sculptures du temple, principalement, de Chanlieu, qui est au sud de la forêt de Compiègne.
Ces sculptures, elles sont là, elles sont protégées, elles sont préservées, c'est pour ça qu'il y a les bâches qui sont là. S'il n'y avait pas les bâches, ça resterait comme ça à ciel ouvert et il y aurait la pluie, le vent et ça continuerait de s'abîmer. Mais on a une petite affiche là-bas qui nous invite à aller découvrir l'exposition à l'intérieur. Et elle vaut le détour. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, nombreux sont les Compiègnois qui se posent la question en voyant cette statue dans le parc, mais qui représente-t-elle? Bah, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une copie d'un marbre antique et qui est fait en plâtre. Donc on voit, il est pas mal abîmé. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, elle avait encore toute sa tête. Alors cette table ici est très spéciale. Elle a quelque chose de particulier. C'est en son centre, elle a une sorte de sculpture ici, avec une croix qui est creusée ici. Ça pourrait être une boussole ou quelque chose pour s'orienter, peut-être une table d'orientation, ou peut-être que c'est autre chose. Ceci est la fontaine aux biches, sculptée par Marguerite de Bézère-Galtry. Elle se trouvait à l'origine dans le parc de Bézère. Les 3 rochers qui sont ici sont des vestiges très importants et très méconnus. En réalité, ce sont ce que l'on appelle des polissoirs. Ils datent du néolithique et ont été trouvés dans la commune de Blaincourt. Là, on peut voir ici, sur le dessus de ce rocher par exemple, des grandes stries. Eh bien, ces stries, on prenait une pierre et on la frottait le long. Et à force de la frotter, eh bien, la pierre que l'on avait était une pierre polie. Et c'est comme ça que l'on faisait donc la fameuse pierre polie. Et bien sur ces gros rochers, après sont apparues ces traces. Et sur cette pierre aussi, on trouve encore ces stries. Elles sont là, sur le côté, ici, à différents endroits. Donc ça, c'est le plus vieil élément archéologique exposé en plein air à Compiègne. Nous sommes ici devant le centre Antoine Vivenel, qui est un lieu de recherche et d'étude pour les objets d'archéologie qui sont retrouvés au cours des fouilles locales. C'est aussi un lieu d'exposition, il y a une salle, et c'est aussi le lieu de la direction de l'événementiel et de la culture. Pas de bol, moi c'était pas la direction de la ville que je voulais voir, c'était la direction de l'arc. Alors c'est parti, je me tire à l'arc. Bon, d'accord, c'est plus un jeu d'arc depuis longtemps. Mais autrefois, ici, entre les arbres, on pouvait tirer à l'arc, et c'était un jeu officiel, c'était le cours normal. Et le terrain allait au-delà, jusque dans la cour de récré. Et maintenant, cette partie a été intégrée au parc Songeon. Un site naturel. Au-delà de l'aspect historique et patrimonial, le parc Songeon est surtout prisé pour son cadre naturel. La promenade parfois couverte le long de la demi-lune offre un double point de vue sur la verdure du parc, l'Oise et sur les voitures. Mais ça ne dure pas longtemps, on revient très vite dans les fleurs, surtout grâce aux 16 carrés de roses. Parmi ces dernières, une variété se distingue des autres, la Queen Elizabeth. Elle a été offerte par le jumelage anglais de Compiègne, la ville de Bury St Edmunds. La partie la plus travaillée est sûrement le jardin des senteurs qui est renouvelé chaque année. Les animaux sont aussi à l'honneur avec un hôtel à insectes dans le jardin des senteurs. Oui, j'ai oublié de faire une photo de près dans le parc. Il y a aussi ce pigeonnier à côté des roses sur la demi-lune. Et la dernière nouveauté, 3 composteurs partagés installés dans un coin du jardin des senteurs. On y amène ses déchets alimentaires et on récupère le compost disponible en fonction de ses besoins. Un lieu de vie. Le parc Songeon est ouvert pendant 9 heures durant la période hivernale et 11 heures durant la période estivale, ce qui laisse le temps d'en profiter toute la journée. C'est indéniablement un des lieux préférés des Compiègnois. Les enfants qui jouent, les amis qui discutent dans l'herbe, les shootings photos, les joueurs de pétanque, les flâneurs solitaires ou en groupe. Je peux vous dire que le tournage a été difficile pour cette vidéo avec tous ces gens qui profitent d'un cadre paisible. Mais bon, on peut pas leur en vouloir quand même de passer du bon temps. Oh, qui s'est jamais fait surprendre à glandouiller sous cet arc? À peu près la moitié des Compiègnois sont venus, et d'ailleurs il y a une bonne partie qui ont laissé leurs traces. Des traces pas toujours très délicates. Et pourtant c'est un vestige qui est protégé, qui est classé parmi les monuments historiques qu'on peut retrouver dans le parc Songeon. Là par exemple cet arc brisé, eh bien on ne sait pas s'il fait partie du château royal ou s'il fait partie du couvent des frères dominicains. Par contre il y a des vestiges dont on connaît très bien l'origine, puisque cette dalle par exemple
est un fragment d'une ancienne dalle funéraire qui se trouvait dans le couvent des frères dominicains. C'est aussi un des lieux dédiés à la fête des associations en septembre, mais l'événement le plus attaché au parc Songeon est bien sûr les fêtes Jeanne d'Arc, généralement le week-end le plus proche du 23 mai, jour de la capture de l'héroïne de l'autre côté de l'Oise. Ce sont alors des milliers de personnes qui arpentent le parc pendant 2 jours. Les festivités s'étendent jusqu'au parking derrière la tour Jeanne d'Arc. Ainsi, durant le temps d'un week-end, les animations prennent la même place que l'ancien domaine de Beauregard, appartenant à la famille Sérou, puis à la famille Biquillet et Songeon, héritage du couvent des Jacobins, qui lui-même avait succédé au palais de Charles le Chauve. Ainsi, la boucle est bouclée.